Chers auditeurs, nous vous présentons la version intégrale de l'histoire que vous avez appréciée. Peu importe ce que dit quelqu'un, aucun mari n'est prêt à croire que sa femme est infidèle, surtout la femme qu'il aime. Cela n'a pas d'importance. Le mari doute toujours jusqu'à la fin et cherche des excuses pour le comportement inadéquat de sa femme bien-aimée, s'accrochant désespérément à la moindre occasion de sa justification. Beaucoup de raisons, telles que le travail, une mère malade, une fatigue chronique, vous pouvez en trouver d'autres. Pourquoi s'en tenir immédiatement à l'adultère? Bon, un vieil ami du lycée est venu nous rendre visite, plombier, technicien de télévision, nous ne vivons pas dans un espace sans air, nous sommes entourés de gens, d'amis anciens ou nouveaux, de copines. Ma femme est un être humain aussi, et elle a son propre cercle social. Quoi, maintenant dans chaque connaissance masculine de votre femme, vous voyez un amant. C'est ainsi que résonne avec enthousiasme le noble, cornu, couronné de branchies, à la recherche de la moindre occasion d'expliquer le comportement récemment changé de sa femme. Même lorsqu'elle est prise en flagrant délit, certains êtres masculins parviennent à trouver des excuses pour elle. Il est intéressant de noter que tout le monde autour de lui sait très bien que la femme trompe son mari, mais personne n'est pressé de le dire à son mari cuckolde plein d'espoir. Et non par un désir de ne pas traumatiser l'homme malheureux. Dans notre ère féminisée, tromper sa femme est considéré comme un exploit et, à part une pitié dégoûtée et un mépris du mari trompé, ne peut pas causer d'autres émotions. Tous les tribunaux sont du côté de la femme. Les enfants resteront avec elle, et la propriété, au moins la plupart d'entre elles, ira à l'ex-femme et, par conséquent, à son amant. Ainsi, le mari sera le dernier à savoir sur l'infidélité de sa femme et dans une large mesure par hasard. Ma femme Michel et moi étions mariés depuis presque un quart de siècle lorsque j'ai commencé à remarquer que le comportement de mon âme sœur avait commencé à changer. En général, un changement dans le comportement de sa femme n'est pas perceptible à l'œil nu. Michel a commencé à s'habiller pour le travail, sous prétexte qu'elle avait été promue et qu'elle devait donner l'exemple à ses subordonnés. Des chaussures à talons hauts, de la lingerie en dentelle, des bagues et des chaînes, des robes courtes. D'une manière appropriée teintée face. L'intimité est devenue très rare. J'avais mal à la tête, ou fatigué à l'extrême, ou une autre chose stupide se produit. Le parfum a changé sans même me demander si je l'aime ou non. Elle ne semblait pas se soucier de mon opinion. Déjà à ce stade, j'aurais dû réfléchir au comportement étrange de Michel. Mais je continuais à croire en sa fidélité et à mettre tous les doutes au repos. Surtout pendant toute notre vie mariée, elle ne m'a jamais donné de raison d'être jaloux. Je dois dire que ma femme était belle. Les hommes tournaient leur cou lorsque nous marchions à côté d'elle. Et Michel aimait ça. Elle flirtait avec ses fesses, ne m'embarrassant pas du tout. J'aurais dû lui donner une gifle au visage ou lui dire d'être prudente. Ou lui dire d'être plus modeste, mais je, comme un crétin, l'ai imputé à la nature d'une femme. Toutefois, ma femme a réagi douloureusement à mes remarques à son sujet. Je dois dire qu'au moment de la transformation de ma femme, nous avions un fils presque adulte. Presque, parce qu'il était encore à l'université. Mais bientôt Dima a obtenu son diplôme de l'université et allait se marier. Il y a environ un an, Michel a commencé à faire des voyages d'affaires. Au début, bref, puis elle a commencé à s'absenter de la maison pendant un mois ou deux. Selon elle, elle avait hissé les branches de l'entreprise depuis les ruines où elle avait travaillé sans relâche. C'est là que j'aurais dû m'inquiéter. Mais non, j'avais déjà mes mains pleines. J'ai moi-même commencé à entreprendre de longs voyages d'affaires, et ma femme a commencé à me voir encore moins. Je suis rentrée un jour à la maison et ma femme a dit, « Je suis enceinte, déjà 6 semaines. Que allons-nous faire? Quel retournement! » J'ai gratté l'arrière de ma tête. Des enfants de Dieu.
Puisque je n'ai pas été épargnée, nous allons avoir un bébé. Ma femme m'a juste regardé avec ses yeux bleus. Elle a commencé à se faire tester. Il s'est avéré que nous attendions une fille. Eh bien, ce n'est pas mal non plus, surtout que nous avons déjà un petit ami. La grossesse de Michel s'est bien déroulée. La fille était en bonne santé. Tout va bien. Mais plus l'accouchement approchait, plus mon épouse devenait sombre. Son caractère était complètement gâché. J'ai lu quelque part que les femmes enceintes ont envie d'intimité. Et plus la naissance est proche, plus le désir est fort. Dans notre cas, c'était l'inverse. Michel est devenu irritable, l'intimité était hors de question. Même mon toucher l'a fait frissonner et pisser le visage dans un sourire dégoûté. 9 mois se sont écoulés rapidement et une nuit d'automne pluvieuse, je conduis Michel à l'hôpital de maternité. Au moment où ma fille est née, j'avais 42 ans. J'avais acquis de l'expérience dans la vie. Et à ce moment-là, je détenais déjà un poste respectable. J'étais ingénieur en chef à l'usine. Lorsque j'ai reçu l'appel indiquant que Michel avait accouché, j'étais ravie. Je voulais vraiment voir le bébé. Je pensais que la naissance de ma fille, ma vie avec Michel reviendrait à ce qu'elle était avant et nous aurions la paix et la tranquillité. Et puis est venu l'éclair de lucidité. Ce soir-là, j'ai reçu un appel téléphonique d'un ami proche. Il travaillait comme anesthésiste à l'hôpital où mon épouse était en travail. Il a hésité pendant longtemps et m'a finalement demandé quel était mon groupe sanguin. Je ne comprenant pas ce qu'il voulait dire, j'ai dit que j'étais positif. Et le groupe sanguin de votre femme, a-t-il demandé. J'ai senti la tension dans sa voix. Oui, ai-je répondu. Et qu'est-il arrivé? Je l'ai demandé. Pourquoi demandes-tu cela? Mon cœur a commencé à battre de manière inquiétante, et je me suis assise sur un tabouret. Sur un tabouret, vous voyez, votre bébé est du groupe sanguin 3 avec un résus positif. Très calmement, mon ami a dit, cela ne peut pas être, ce ne peut pas être le troisième type dans votre bébé. Il semble que, Yura, tu n'es pas le père. Tout a commencé à s'assembler. Long voyage d'affaires, des retards au travail, le désir de bien paraître, le refus d'avoir des relations sexuelles avec moi. Elle portait l'enfant d'un autre homme et était dégoûtée même par ton contact. Je ne suis pas le père. La nature. On ne peut pas y faire grand-chose. Donc, ce qui s'est passé était logique. Cela devait arriver tôt ou tard. Maintenant, c'est mon tour. Je n'ai jamais compris que les femmes ne sont pas constantes, qu'elles abandonnent l'ancien amour sans regret, sans réfléchir, cruellement, cherchant un nouveau. Oui, il semble que la vie ne m'ait rien appris. Je devais traverser la matinée. Le matin, je me rendrai à l'hôpital et tournerai la page de ma vie. J'avais du mal à atteindre la cuisine avec mes pieds rembourrés. J'ai pris une bouteille de vodka dans le réfrigérateur et je l'ai bu tout d'une traite du goulot. Sur le chemin de l'hôpital, j'ai essayé de me ressaisir le mieux possible. J'ai décidé d'avoir une conversation calme avec Michel avant de demander le divorce. Je n'avais aucun doute sur cette décision. Quand je suis arrivée à la salle de maternité, une infirmière a détourné les yeux et m'a invitée à la tête de la salle. Mon cœur a de nouveau sonné en prévision d'un nouveau malheur. Bonjour, elle a dit. Asseyez-vous. La jolie brune a fait un geste invitant. Elle m'a remis un morceau de papier. Sur celui-ci, écrit à la main de Michel, était écrit renonciation. Pendant un moment, j'ai été dans un état de stupeur, ne comprenant rien. Yui, la maîtresse, a poursuivi, ta femme a écrit la renonciation et a quitté l'hôpital tôt ce matin. Un homme l'a emmené. Le docteur a anticipé ma question. C'est tout ce que je sais, a-t-elle dit. Je sais que la fille n'est pas la vôtre, mais vous êtes marié à sa mère, et légalement, c'est la vôtre.
mère et légalement son père. Si vous faites également une renonciation, la fille sera envoyée dans une crèche. Mais le problème est qu'elle a été diagnostiquée avec un cœur qui tombe en panne. Ils ne vivent pas longtemps sans chirurgie. L'administrateur a corrigé quelques papiers sur la table. Nous ferons bien sûr tout notre possible, mais nous ne pratiquons pas ce niveau de chirurgie sur les nouveau-nés. C'est seulement à l'étranger, et cela coûte très cher. L'unique espoir est qu'elle soit adoptée par des gens riches qui peuvent payer pour l'opération. Je suis restée sans voix de stupeur. Je n'avais rien à dire. Et qu'y a-t-il à dire? C'était l'enfant de quelqu'un d'autre, pourquoi devrais-je avoir une part dans sa vie? Après tout, elle a une mère et un père qui n'en ont pas besoin, surtout un malade. Peut-être que la mort serait la meilleure chose pour elle. Vous avez raison, pensai-je, laissez-moi signer une renonciation. Je savais que j'enlevais à l'enfant sa dernière chance. Je ne pense pas qu'elle sera adoptée de sitôt, surtout si elle est malade. Je ne savais pas ce qui prédominait, l'émotion, la rancune envers sa mère, mon épouse, ou le désir de mettre fin à tout cela le plus rapidement possible. J'ai signé la renonciation standard et je suis rentrée chez moi. Face à ma décision, l'infidélité de Michel avait en quelque sorte disparu en arrière-plan. Demain, je demanderai le divorce et j'oublierai ma femme comme un mauvais rêve. Ne mens pas, tu n'oublieras pas à chuchoter mon subconscient. J'ai dit au revoir au docteur et je me suis dirigée vers la sortie. Quelque part au fond de la salle, un bébé pleurait. Pour une raison quelconque, j'ai décidé que c'était la petite fille qui avait été privée du droit à la vie, jetée dans le tourbillon de la vie, condamnée de manière cynique à la mort. Mes pieds m'ont conduit dans le couloir blanc. Je me suis dirigée vers les cris, sans prêter attention à l'infirmière qui a tenté de m'arrêter. J'ai arrêté devant la fenêtre donnant sur une grande pièce. Dans des compartiments étanches, il y avait de petits enfants qui gisaient dans des compartiments étanches. Et seulement un bébé pleurait, comme s'il comprenait quelque chose. Oui, c'est elle. Je me suis retournée. Derrière moi se tenait le superviseur. Je regardais à nouveau le bébé qui pleurait. « Donnez-moi l'application », ai-je dit. Le docteur me tendit le papier. Je l'ai froissé et l'ai mis dans ma poche. « Puis-je la ramener maintenant ?» J'ai demandé. « Non, elle a besoin d'une opération », a répondu le docteur. « Je vais tout préparer. L'argent sera là, ai-je dit. Et qui accompagnera avec elle en Allemagne ? Le docteur m'a regardé droit dans les yeux. Je vais prendre un congé. Préparez-vous pour l'opération, ai-je dit, en me retournant et en me dirigeant rapidement vers la sortie. Je savais déjà ce que je devais faire. Le gérant, nommé Sophie, a demandé à haute voix le nom de la fille. Mon fils a réagi de manière assez indifférente au départ de sa mère et à la naissance de sa sœur. Après un certain temps, il s'est marié et a été profondément blessé que je ne puisse pas assister à son mariage. J'ai ensuite découvert que mon fils avait rencontré Michel, et elle était à son mariage avec son mari. Notre relation avec lui, en revanche, s'est refroidie, et nos échanges se sont principalement limités aux cartes de Vux des fêtes. J'ai vendu mon appartement et emménagé dans un appartement de service. J'ai ajouté l'argent de la vente de ma voiture, et la somme obtenue a été suffisante pour l'opération et la période de réadaptation. Tout s'est bien passé. J'ai même réussi à engager une infirmière. Ainsi, ma fille a été élevée au lait de vraie femme. Après environ 6 mois, je l'ai sevrée et je l'ai mise à une alimentation artificielle. Je suis partie en congé de maternité au travail pour m'occuper du bébé. Ils m'appréciaient dans l'entreprise et m'ont assuré qu'ils me réembaucheraient après mon congé. 1 mois après l'opération, j'ai divorcé. Notre divorce a été rapide. Michel n'est pas venu au tribunal, mais par l'intermédiaire d'un avocat, elle a donné son consentement et a signé tous les papiers.
Où était son enfant et ce qui lui était arrivé, elle ne le savait pas, ou pour être précis, elle ne voulait pas le savoir. Donc, je me suis retrouvée dans mes bras avec un petit enfant. Élever un enfant seul est difficile, même pour une femme. Et voilà qu'un homme se présentait. Bien sûr, ma mère a aidé autant qu'elle a pu. Mais j'ai dû faire la majeure partie du travail. Au fil du temps, Sophie a grandi. Elle a commencé à poser des questions sur sa mère. Je devais inventer une histoire sur une mère médecin qui parcourt le monde et soigne les petits enfants. J'ai même écrit des lettres à ma fille au nom de sa mère, la félicitant pour les vacances. J'ai acheté des jouets et je me les suis envoyés, comme si c'était d'elle. Malgré mes ruses, Sophie avait très envie de sa mère, bien qu'elle ne l'ait jamais vue. La fille se transformait progressivement en jeune fille. C'est ainsi que nous avons vécu. J'ai eu de brèves aventures avec des femmes. Mais je ne les ai pas ramenées à la maison pour ne pas traumatiser l'enfant qui attendait sa mère. Sophie a obtenu son diplôme d'études secondaires et est allée à l'université de la capitale. Sophie portait mon nom de famille et me considérait comme son père. Elle était déjà en 4e année quand Michel est entré dans sa vie. Je ne peux deviner ce que Michel lui a dit à mon sujet. Mais Sophie a apparemment pardonné et est même allée vivre avec elle. Michel vivait dans un quartier chic dans une grande cottage. Et c'était comme des vacances pour Sophie de quitter sa dormanture grise pour une telle maison. Ma fille m'a écrit une lettre à ce sujet. Elle m'a remercié sèchement pour ma préoccupation. Mais maintenant, elle avait trouvé sa propre mère et n'avait plus besoin de mes soins. J'avais besoin de mes soins. 6 mois plus tard, j'ai découvert que Sophie avait épousé un homme riche. Apparemment, sa mère avait fait de son mieux. Je n'ai pas été invitée au mariage. Une semaine plus tard, Sophie m'a appelée. Elle a crié qu'elle savait que je n'étais pas son père, que c'était de ma faute que sa mère était partie, que je l'avais privée de l'amour de sa mère. Elle a dit autre chose, mais je n'ai pas écouté et raccroché. J'ai 62 ans et je suis à la retraite. J'ai abandonné mon appartement de service et suis allée dans le village de ma mère. Il y avait une vieille maison là-bas qui m'avait été laissée. J'ai donc décidé de m'y installer et de commencer une nouvelle vie. Il n'y avait pas besoin de travailler particulièrement, j'avais de l'argent. Je me suis acheté une voiture, une Suzuki de 20 ans. C'était sur un cadre, ce qui était le mieux adapté à nos conditions tout-terrain. Je conduisais joyeusement la vieille voiture japonaise, qui était tout à fait adéquate pour mes besoins. Mes amis auraient été surpris de me voir dans un vieux 4x4 usé, compte tenu des voitures que je pouvais me permettre auparavant. La maison en bois que j'ai eue, avec 2 chambres et une cuisine, avait été construite dans les années 1960 par mon arrière-grand-père. J'ai dépensé de l'argent pour la mettre à niveau et la rendre habitable, un nouveau toit vert en métal, un système de drainage pour empêcher l'eau de fusion d'inonder la cour. J'ai même réparé le vieux générateur à essence dans le grenier, afin de ne pas être menacé par les pannes de courant. Je ne suis pas allé en ville très souvent, juste une fois tous les 2 semaines pour faire des courses, envoyer des mandats, qui étaient rares, et récupérer le courrier. J'aimais la solitude. Ces endroits éloignés étaient un bon endroit pour s'éloigner de l'agitation et du bruit. Le silence, la faune qui m'a coupé le souffle. Je n'avais pas l'intention de me rapprocher de qui que ce soit. J'étais toujours humain, mais plus partie de l'humanité dans son ensemble. Les petites choses qui consommaient la vie des gens ne me dérangeaient plus. Mais mon cœur me faisait toujours mal de rancune. Mais j'ai raisonné que j'avais fait mon devoir envers l'enfant. Je l'ai élevé, je lui ai enseigné. Et qu'est-ce que je suis comparé à sa propre mère? Juste un oncle et un étranger, trop. Après tout, Sophie n'a pas demandé que je l'élève, j'ai pris sur moi le fardeau. Ma fille ne me doit rien.
et que Dieu lui accorde de bien réussir. Je me souviens encore d'elle comme d'une petite fille qui s'est endormie dans mes bras avec les mots « Papa, je t'aime ». C'était vers la fin de l'automne. La pluie coulait dans les rues sombres, projetant de temps en temps des seaux d'eau à travers ma fenêtre, qui se transformaient en fines traînées et s'égouttaient sur les pentes. Je me tenais sur le vieux canapé en cuir, éteignais la lampe de sol et écoutais la musique qui sortait de la vieille radio, les yeux fermés. J'avais trouvé une grande pile de vieux disques dans le grenier et je m'étais amusé à écouter de la musique et des voix d'une vie passée depuis un certain temps. À mes pieds gisait un gros chien pelucheux, l'incarnation de mon rêve d'enfance. Le souvenir du passé s'effritait progressivement dans ma tête. Laisser place à de nouveaux événements, Sophie ne m'avait pas contacté depuis 2 ans. Cela signifiait que tout allait bien dans sa vie, et je restais seule. Une vieille photographie d'une petite fille avec un ours en peluche, debout dans un vieux cadre en bois sur le buffet, me rappelait le bonheur passé. Le disque s'arrêta, je le retournai de l'autre côté et abaissai doucement le bras de lecture à nouveau. Une mélodie qui avait été oubliée par tout le monde depuis longtemps commença à jouer. Et c'est à ce moment qu'il y eut un coup à la porte. Vers la porte d'entrée. Sophie. Je la vis se regarder et nos regards se croisèrent. Salut papa, Sophie sourit timidement. Est-ce que je peux entrer? Je la fixais, stupéfait pendant un moment. C'est étrange, elle ne m'avait pas considéré comme son père depuis longtemps et me l'avait clairement fait savoir à l'époque. Je ne suis pas ton père, je dis d'une voix rauque. Tu l'as décidé toi-même. J'ai regardé chez elle. Mon cœur était silencieux. Sans émotion, j'ai répété, non, ce n'est pas moi. Quoi que tu dises, papa, elle a dit. Quoi que tu veuilles, tant que tu dors paisiblement la nuit. J'ai pris une profonde inspiration et fermé la porte. Je suis retournée dans la pièce. Sophie était assise sur le canapé, des gouttes de pluie glissant sur son manteau en cuir. Qu'est-ce que tu veux, Sophie? J'ai demandé. Transformée d'une fille que j'avais emmenée à l'école, elle s'était transformée en une belle jeune femme. Alors, tu étais là, papa. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir? J'ai haussé les épaules, arrête de m'appeler comme ça, Sophie. Je ne suis pas ton père, biologiquement ou autrement. Nous le savons tous les deux. Vraiment? Mon nom de famille n'est pas le tien? Tu n'étais pas la personne qui m'a appris à faire du vélo. Qui m'a réconforté quand mon premier petit ami m'a plaqué. Qui m'a fait fumer ce paquet de cigarettes avant de tout vomir. Qui m'a étreint quand j'avais peur et qui a chanté pour moi quand j'étais malade. Ce n'était pas tout toi. Tu vois, tata? Tu ne cesseras jamais d'être mon père, même quand tu n'es pas là. Il m'a semblé que Sophie allait pleurer. Tu restes juste assis là, sans rien dire. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu t'es éclipsé, personne n'a de tes nouvelles depuis 2 ans, et me voici, et tu n'as rien à dire. Maman avait raison, tu es juste un lâche pour la vie. Je suis resté assis très tranquillement. Je n'ai pas bougé un muscle. Je me suis juste agrippé à la table pour que mes mains ne se crispent pas en point. Tu devrais mieux partir, Sophie. Je peux voir que rien n'a changé, ai-je dit d'une voix douce. Non, tata. Pas tant que je n'aurais pas compris ce qui s'est passé. Tu es parti. Tu t'es simplement éclipsé. Tu ne m'aimais plus? Que s'est-il passé? Je sais ce qui est arrivé à maman, mais tu l'as abandonnée, papa. Tu l'as laissée seule à la maternité. Quel genre d'homme fait ça? Tu l'as forcée à me abandonner. Elle n'avait pas d'autre choix. Des larmes ont coulé sur ses joues. La dernière fois que nous avons parlé, tu as clairement exprimé que tu ne me considérais plus comme ton fils. Tu étais très clair sur tes sentiments à ce sujet, et tu as refusé catégoriquement de m'écouter.
Comme je m'en souviens, la dernière chose que tu m'as dite, c'est que le nouveau mari de maman serait un meilleur père pour moi. Tu étais assez âgé pour savoir que tu me tuais avec ces mots. Tu ne peux pas simplement m'attaquer de la sorte, me traiter de lâche, et ensuite attendre de moi que je me jette dans tes bras parce que tu m'as trouvé. Tu n'as pas ce droit. Tu as renoncé à cela il y a 2 ans, en renversant la dernière chose sur laquelle je pouvais m'appuyer. Et tu savais que lorsque tu l'as fait. Donc va te faire voir, Sophie. Au diable toi et ton frère et ta mère. Je ne suis pas ton père. Manifestement, je ne l'ai jamais été. Je suis partie pour une raison, et je ne vois rien qui ait changé depuis lors. Tout ce que tu as fait en me trouvant, c'est me rappeler le passé, et j'ai passé beaucoup de temps et d'efforts à essayer d'oublier. Cela va sans dire, ce n'est pas assez. Je me suis levée et j'ai sorti les papiers du secrétaire. Reçus pour les frais de scolarité, prenez ceux-ci, vous pouvez les lire à votre aise. Maintenant, partez. Toute la nuit, assise dans une petite chambre d'un hôtel provincial, Sophie a lu ses documents, jaunis par le temps. Plus d'une fois, elle a commencé à pleurer, essuyant ses larmes avec un mouchoir. D'après le test ADN, Yuri était son père biologique. Cette nouvelle l'a frappée comme un coup de massue. Elle a passé beaucoup de temps à repasser le passé dans sa tête et à essayer de comparer ce qu'elle savait et ressentait avec ce que son père lui avait dit. Au matin, la réalisation de sa vie et ce qu'elle était enfin lui est apparue. Sophie était au téléphone avec sa mère, lui posant des questions inconfortables. La plupart du temps, Sveta évitait ces questions, essayant de changer de sujet de conversation, ce qui donnait à Sophie toutes les réponses dont elle avait besoin. Ensuite, elle a également juré que sa relation avec sa mère allait changer. Elle était horrifiée de ce que sa mère avait fait et de ce qu'elle avait fait avec son action inconsidérée envers son père. Son cœur lui faisait mal pour son père, il avait vécu seul toutes ces années, abandonné par tous et surtout par sa fille. Elle ne savait pas ce qu'elle allait faire, mais elle ne le laisserait pas partir comme ça, pas une deuxième fois. Elle méritait la douleur dans son cœur et il ne le méritait pas, et pourtant il l'avait portée en lui pendant des années. Elle avait besoin de lui faire comprendre qu'elle voulait être sa fille et personne d'autre. Lorsque Natacha est arrivée à la maison de son père, elle a été frappée par la désolation. Elle a regardé autour d'elle, mais n'a pas vu la voiture qu'il conduisait. Natacha regardait autour d'elle, impuissante, à la recherche de quelqu'un pour éclaircir la situation. « Tu cherches un endroit où vivre, ma fille ?» Une petite femme âgée, clairement une voisine, a répondu. « Parti. » « Bonjour, où est le propriétaire ?» a-t-elle demandé. « Est-ce qu'il a dit où il allait ?» a demandé Sophie, le cœur brisé. « Non, chérie, » a répondu la femme. La fille se tenait silencieusement, à regarder la maison vide. Sophie n'a jamais revu son père. Elle a essayé de le trouver pendant des années, mais en vain. « J'ai 70 ans maintenant. Ma santé s'est considérablement détériorée. Je me suis assise sur le vieux canapé en cuir, j'ai éteint la lampe de sol et j'ai écouté de la musique en ayant les yeux fermés. Le souvenir du passé s'est progressivement effrité dans ma tête, laissant la place à de nouveaux événements. Et à ce moment-là, il y a eu un coup à la porte. J'ai attrapé la poignée et la porte s'est ouverte. Sophie ? J'ai vu son regard s'arrêter sur moi, et nos yeux se sont rencontrés. Elle s'est précipitée sur mon cou et a pleuré amèrement. À travers ses larmes, elle a crié « Mon cher et tendre papa ». Elle a dit « Je suis si heureuse de t'avoir enfin trouvé. Pardonne-moi. Je t'ai cherché pendant très longtemps, et mon cœur était juste déchiré en morceaux. Je l'ai étreinte et les larmes ont juste coulé sur mes joues. PS, j'ai maintenant 75 ans. Je sens déjà que ma vie touche à sa fin. Mais je suis heureuse.
Je vis maintenant dans une grande maison avec ma fille, son mari et 2 petits-enfants adorables. Ma fille a arrêté toute communication avec sa mère. Elle n'a pas pardonné à sa mère pour sa trahison, après tout ce qu'elle avait appris. Chers auditeurs, votre soutien nous est très précieux. Si vous aimez notre histoire, s'il vous plaît, likez, commentez et abonnez-vous. C'est très motivant pour nous. Nous avons besoin de vos commentaires pour améliorer notre contenu.